tous, on est ravis aujourd'hui de faire notre toute première visio en streaming dans le cadre de nos journées professionnelles Môme à la page. Alors pour replacer un petit peu, Môme à la page, donc, comme vous le savez peut-être, c'est un festival qui existe depuis 2013. Et cette année, exceptionnellement, grâce ou à cause de la situation sanitaire, on a lancé donc ces journées professionnelles en dématérialisé. Et pour cette toute première visio Môme à la page, on a le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Tixier, auteur de romans, qui a passé du temps dans l'enseignement, la formation, et qui maintenant se consacre complètement à l'écriture. Donc il me semble qu'il y a une trentaine de romans à son actif, prolifique, pour des âges différents, voilà, plutôt des romans noirs, plutôt des choses avec des intrigues un peu corsées, voilà, aussi auteur de nouvelles, de fiction radiophonique, par exemple diffusé sur France Inter, voilà. Et puis il se lance aussi dans la littérature adulte, voilà. C'est quelqu'un qui nous vient de Pau, enfin qui est à Pau là d'ailleurs, qui ne vient pas. Absolument. Voilà. Voilà comment ça va se passer ce petit moment de visio ensemble. Donc je vais passer la parole à Jean-Christophe qui va nous parler de son travail. Les personnes connectées peuvent poser des questions sur le chat qu'on va relever, et puis à la fin de la présentation de Jean-Christophe, on va collecter ces questions qui ont été posées et on va les retransmettre. Voilà. Je reviendrai pour poser des petites questions. Voilà. Et on va passer ce moment ensemble de façon agréable. Donc Jean-Christophe, je vous passe la parole. On s'en va, nous, on vous laisse le champ libre. Eh bien, bonjour et merci de m'accueillir dans cette édition virtuelle. Alors, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, moi, je parle face à mon écran et sur mon écran, je suis en gros plan. Donc, ça veut dire que je me regarde dans les yeux pour pouvoir vous parler et c'est terrible. Donc oui, comme vous l'avez rappelé, ben moi, je suis auteur. C'est un peu une deuxième moitié de vie. Un deuxième parcours, puisqu'en fait, ma première vie a été une vie d'enseignant. J'ai été prof d'économie pendant 20 ans, et sur ces 20 ans, j'en ai passé 50 à complet. J'ai fait pas mal de choses à côté, pas mal de formations, de l'insertion, de l'accompagnement de jeunes en difficulté, de la formation en entreprise aussi. Et je suis arrivé à l'écriture sur le tard, un petit peu par hasard, puisque rien ne me prédestinait à devenir auteur, puisque on m'a orienté vers une filière scientifique, tant mes résultats étaient médiocres en français. On me disait d'ailleurs que je n'avais pas d'imagination. Mais en fait, je n'avais pas compris ce qu'était l'imagination à l'époque et comment je pouvais faire le lien entre ce que j'avais dans la tête et la manière dont je pouvais le coucher sur le papier. Et puis, je suis issu d'une famille qui n'est pas éloignée du livre, dans le sens où il y avait plein de livres à la maison et mes parents lisaient, mais voilà, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de libraire, enfin, personne ne travaillait en rapport avec le livre. Puis, j'ai jamais rencontré d'auteur. Donc voilà, c'est un sujet qui m'avait jamais effleuré. Et j'y suis arrivé donc à l'âge de 38 ans en écrivant un texte qui depuis a été publié, qui s'appelle la Rosalie. La Rosalie, une Rosalie en fait c'est une voiture de la marque Citroën qui a été fabriquée dans les années 30 et qui était la voiture de mes grands-parents maternels. Et c'est dans cette voiture que ma grand-mère a fui l'avancée des Allemands. Donc en fait j'ai raconté dans cette nouvelle l'exode de ma grand-mère. C'était une histoire familiale très, très riche, très émouvante, pleine d'émotions. Et j'avais envie de la partager au niveau familial, puisqu'en fait, cette histoire, tout le monde la connaissait pas.
Et c'est en écrivant ce texte que je me suis rendu compte que j'aimais écrire, que je parvenais à le faire, chose qui m'était très difficile auparavant. Voilà, en quelques secondes, ma grand-mère a fui au volant de cette voiture qu'elle a appris à conduire en une journée. Elle était enceinte, elle est partie avec ses jeunes filles, et mon grand-père avait attaché des étiquettes à toutes les manettes de la voiture pour qu'elle puisse se souvenir à quoi chacune d'elles servait. Puis bon, il y a eu pas mal de péripéties, il y a eu pas mal de choses. Je vous passe la suite. Et donc, de ce jour, ben, j'ai jamais arrêté d'écrire. Ça fait maintenant, allez, donc, oui, j'ai 54 ans, donc ça fait 16 ans que j'écris. Ça fait 11 ans que c'est devenu mon métier. Et ce que j'ai découvert en écrivant cette nouvelle-là, c'est que écrire, c'était raconter quelque chose. Et que là, j'arrivais à le raconter parce que cette histoire existait dans ma tête, puisque ma grand-mère me l'avait raconté. Et j'ai compris que ce jour-là, que si je voulais continuer à écrire, il fallait que je fasse exister mes histoires avant de commencer à les écrire. Et je passe, moi, dans mon fonctionnement, beaucoup de temps à, à réfléchir, à explorer, à apprendre à connaître les lieux, les personnages, les évolutions de ces personnages-là, avant de démarrer. Ça me prend de quelques mois à plusieurs années avant de saisir mon ordinateur et de commencer à écrire l'histoire. J'ai un processus de maturation qui est assez long. Et j'ai besoin de savoir ce qui va se passer, de connaître mes personnages, de connaître les lieux, de connaître les différents rebondissements pour pouvoir ensuite me lancer dans la partie écriture. Alors, comme vous l'avez rappelé, j'ai écrit une trentaine de romans jeunesse. Je crois qu'on doit être pile à 30 d'ailleurs, je crois, quelque chose du genre. Pour des âges assez différents, puisque j'ai écrit pour les plus petits, là, des premières lectures chez Rajo pour les 5-7, il y a le plus gourmand des éléphants et Paroles de sorcier, puis une série pour les 6-8 qui s'appelle Bienvenue aux 50, où on retrouve des personnages récurrents. Ça se passe dans un immeuble et à chaque fois, ce sont de nouvelles aventures. Mais ce qui m'a vraiment lancé, ça a été une trilogie aux éditions Rajo qui s'appelle Les Initiés. Alors, c'était pas ces couvertures-là à l'époque, mais ils sont ressortis en poche depuis, où on est dans de l'aventure fantastique. Et puis, une autre série qui est parue chez Syros qui s'appelle 10 minutes à perdre, avec donc aujourd'hui 6 ouvrages. Voilà, j'ai amené tout. euh, 6 ouvrages dans cette série-là. Je suis en train d'écrire le 7e qui paraîtra dans une collection particulière qui est la collection Type Tongue de chez Syros avec un roman qui commencera en français qui se terminera en anglais. Voilà, donc là on est sur du CM2 6e. C'est une série qui est beaucoup prescrite, beaucoup étudiée dans les classes et qui m'a permis de beaucoup voyager, de faire beaucoup de rencontres et d'entendre ce que on est nombreux à avoir entendu en tant qu'auteur, mais qui fait toujours extrêmement chaud au cœur et qui donne une énergie pas possible, c'est quand un jeune nous dit ah ben, c'est la première fois que je lisais un roman jusqu'au bout et puis depuis j'ai lu et voilà, ça ce sont les choses magiques de ce métier-là. Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est d'aller explorer plein de genres. Vous avez vu, hein, de l'aventure fantastique et puis du polar. J'ai écrit aussi de l'aventure. Comme les mouvements sont inversés avec l'écran, pardon, je vais à l'envers. Voilà, de l'aventure historique avec Traquis sur la Lande qui raconte ce qui s'est passé en août 34 à Belle-Île-en-Mer au moment sur la thématique des bagnes pour enfants. Mais j'ai aussi exploré un roman avec lequel je bouge beaucoup, puis je suis rencontré du monde, qui est La Traversée, où on embarque avec un groupe de réfugiés sur un bateau. Moi, je suis de la veine du roman social, des romans réalistes. Moi, j'ai été passionné au lycée par Zola, par Hugo, par tous ces auteurs qui ancraient leurs personnages dans une réalité sociale et qui, du coup, en profitaient pour écrire sur cette société, pour écrire sur cette réalité sociale. Euh, le,
voilà, à chaque fois, moi, mes personnages, en fait, c'est pour ça que je prends du temps à les constituer, c'est parce qu'ils ont, voilà, ils ont une histoire familiale, ils ont une histoire personnelle, ils sont ancrés dans une culture, dans une réalité d'une époque, dans une réalité sociale. Et j'aime bien les avoir entiers comme cela. Et c'est le prétexte à aborder un certain nombre de sujets de société, puisque ces personnages sont ancrés dans la société. Donc, ça m'a amené à, voilà, à écrire aussi un roman comme Lance et l'alerte, qui traite des thématiques des lanceurs d'alerte. Alors, ça peut se lire comme étant une aventure à suspense, ça peut se lire aussi comme étant avec un autre échelon qui est de découvrir cette thématique des lanceurs d'alerte avec toute la complexité qu'il peut y avoir derrière. Moi, j'aime pas dire dans un roman aux jeunes, j'aime pas donner un message, j'aime pas donner un prêt-à-penser. Moi, ce que j'aime bien dans un roman, c'est inviter le lecteur à vivre une expérience. Et en vivant cette expérience, amener le lecteur à se questionner, puis il avance ainsi dans sa construction. Euh, on vit dans un monde qui est de plus en plus binaire. On est pour, on est contre. C'est blanc, c'est noir, j'aime pas. Si on n'est pas pour, c'est qu'on est contre. Voilà, dans un monde qui manque de plus en plus de recul, de nuances, on refuse la complexité des débats et on refuse un petit peu le temps long. C'est aussi ce que j'aime remettre dans mes romans, c'est-à-dire tous ces éléments qui vont permettre au-delà, j'espère passer un bon moment avec une histoire et des personnages, à les interroger sur un certain nombre de choses. C'est ce que j'ai voulu faire aussi dans ce tome-là, ce premier tome d'une nouvelle série chez Rajo, qui est plus pour les quatrième, troisième, qui s'appelle Guilty. Un Guilty étant, voulant dire coupable, comme chacun sait en anglais, et c'est le nom d'une application que chacun peut télécharger et chaque citoyen va pouvoir voter pour les détenus qu'il souhaitera voir relâchés, sachant que le jour où ils sont relâchés, la population peut en faire ce qu'elle souhaite, aider, soutenir, lyncher, éliminer en toute impunité. Euh, L'idée étant d'emmener le lecteur avec ces personnages-là. À chaque fois, c'est une nouvelle affaire. Le premier paru là, le second paraîtra en octobre. Je vais commencer l'écriture d'un troisième pour, pour avril 2022. Et d'emmener le lecteur et puis de le bousculer, de le déstabiliser, et puis de lui faire prendre conscience que voilà, son avis de départ n'est peut-être pas le même un petit peu plus loin, et puis il va rechanger encore, et va évoluer au gré de la connaissance qu'il peut avoir des différents personnages et des tenants et des aboutissants de ces éléments-là. Voilà, donc on est dans une version terrifiante de ce qu'est le lynchage aujourd'hui sur Internet, hein, où derrière leurs écrans, les gens lynchent sans se poser plus de questions que ça, sans mesurer toutes les conséquences. Là, je les pousse un tout petit peu plus loin, comme on fait dans les dystopies, et j'ai été jusqu'au fait de relâcher les prisonniers que les gens souhaitaient voir lyncher. Donc j'aime explorer ces gens-là, emmener les éléments. J'aime aussi explorer les différentes formes d'écriture. Il y a les romans jeunesse que je viens d'évoquer. J'ai aussi eu l'occasion d'en écrire deux, un qui s'appelle Quand vient la vague et l'autre qui s'appelle En plein vol, avec Manon Fargeton. J'aurais envie de dire que c'est une jeune autrice comparée à moi, mais elle a commencé très très tôt. Et on s'est rencontrés sur un salon, sur le salon Étonnant Voyageur à Saint-Malo, on dédicacé l'un à côté de l'autre. Et on ne se connaissait pas, on publiait dans la même maison d'édition, Rajo. Et on a commencé à discuter de ce qu'elle aimait, de ce que j'aimais, des thématiques que on aurait envie d'aborder, que l'on n'avait pas abordé. On a parlé de notre travail, de notre façon de travailler. Puis à la fin du week-end, on est parti avec un projet d'écriture qui est donc Quand vient la vague, donc qui a été écrit ensemble. Et puis on en a donc écrit un autre qui s'appelle En plein vol. Et actuellement, on est en train de démarrer l'écriture d'un troisième aussi. C'est un plaisir, c'est une autre façon de travailler, mais c'est aussi un plaisir très très riche qui amène forcément à se poser plein de questions sur son processus d'écriture et donc
Voilà, on vit autre chose. Il ne faut pas oublier que le métier d'auteur est quand même un métier assez solitaire et que c'est aussi, c'est un vrai bonheur. Hein. Je suis très heureux, moi, de ce métier-là. Il n'y a pas un jour où je me lève pas en me pinçant en me disant, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et puis, il y a ce côté collaboration qui est aussi un métier, un- une façon de travailler qui est très riche. Cette collaboration, je l'ai poursuivie aussi sous une autre forme, puisque j'ai écrit le scénario de deux bandes dessinées. Ça, c'est la première. La deuxième s'appelle L'Utopie, qui sont à destination du collège. Donc là, moi, j'interviens en tant que scénariste. Hein, j'ai aucun talent d'illustrateur. J'ai travaillé sur cette bande dessinée avec Au hasard. La Révolution, avec un L apostrophe, A, plus loin Révolution. On est dans une dictature. Ce qui m'intéressait, moi, d'aborder là-dedans, c'était la manière dont une dictature, autant ce pouvoir fort et autoritaire est armé pour lutter contre un coup de force et contre les armes, autant il n'est pas armé pour lutter contre les symboles. Et c'est certainement le point de faiblesse le point faible de ces systèmes. Et donc, voilà, donc là, on a un groupe de grands ados qui s'engagent, qui va mener une lutte. C'est aussi une réflexion sur l'engagement, sur la violence-non-violence. Et là encore, c'est une autre façon d'aborder le récit, hein, puisque là, autant dans un roman, c'est moi qui vais donner vie au personnage, autant dans une bande dessinée, je vais décrire, je vais découper l'action en phases, en pages et en cases, et ça va être l'illustrateur qui va donner vie. Donc c'est le côté un petit peu frustrant. Alors, parfois, ça peut être bien pratique. Hein, quand je dis, voilà, le personnage est triste ou ils se battent, en gros, c'est dire à l'illustrateur, voilà, débrouille-toi avec, avec ça, sinon ça prend une demi-page de description qui peut être passionnante à faire et qui parfois, ça peut être lourd. Moi, je sais que les scènes où les gens se battent, c'est pas forcément, c'est pas parce qu'ils se battent, hein, c'est parce que c'est toujours pour moi très très compliqué mentalement de réfléchir, de me dire bon alors il y a le point, il faut qu'il touche tel endroit pour qu'il bascule de l'autre, etc. Voilà, c'est une gymnastique intellectuelle qui m'est un petit peu plus compliquée. Enfin bon, ça se bat quand même dans mes romans parfois. Et puis voilà, ce travail d'exploration, j'ai continué à le faire dans un autre domaine aussi, qui est qui est l'écriture de romans pour les adultes, hein, puisque j'ai écrit un premier roman pour les adultes qui s'appelle Les Mal-Aimés, qui parle d'un bagne pour enfants et adolescents qui était situé du côté de Montpellier, puisque des bagnes comme celui-ci, il y en avait plus de 70. J'en ai évoqué un dans Traqué sur la lande tout à l'heure, à Belle-Île-en-Mer, qui était un bagne détenu par l'État, mais il y en avait plus de 70 sur le territoire français, dans lequel on enfermait des jeunes qui étaient vagabonds, orphelins, des petits voleurs. Et celui-ci a été assez terrible, puisqu'en 34 ans d'existence, il y a eu quasiment 400 jeunes qui sont morts de ne pas avoir été nourris, de ne pas avoir été soignés, d'avoir été frappés, d'avoir travaillé 15 heures par jour, etc. Et donc, je raconte le roman de cette communauté rurale, début du XXe, qui travaillait dans ce bagne-là, puisque ceux qui travaillaient dans les bagnes, c'était les gens du coin. À un moment donné, donc, où la culpabilité ressurgit. Donc, on est vraiment dans un roman noir, hein, ce que j'étais tout à l'heure. Hein. Moi, je suis vraiment de cette veine du roman social, du roman noir. Et j'en ai écrit un deuxième, on va dire deuxième, puisque je commence un troisième. Euh, c'est Effacer les hommes. Cette fois-ci, j'ai changé d'époque. Alors, celui-là est paru début mars de cette année. Bon, dans une période pas très porteuse, ou enfin tout un petit peu compliquée, puisque j'ai pas pu l'accompagner dans les rencontres en librairie, les dédicaces et les débats. Donc, Effacer les hommes, où cette fois-ci, on est dans le milieu des années 60, dans une décennie qui est une décennie de bascule. On est encore dans une France à la fois très corsetée et en même temps, on sent tous les ferments de 68 qui arrivent. Voilà, c'est l'ouverture à la musique, ce sont les Rolling Stones, c'est Barbarella, dont j'évoque les bandes dessinées dans le roman, c'est les premières lois, les premières lois, des lois qui permettent aux femmes de signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari, ça c'est juillet 65, comme celle d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari.
Et on retrouve dans ce roman-là les thématiques moi, que j'aime bien aborder, c'est-à-dire toute cette réflexion que peuvent avoir les personnages à un moment donné sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils ont envie de devenir, une réflexion sur l'émancipation, sur le rapport au temps, sur le rapport aux autres, à la terre, au milieu social auquel on appartient, et la manière dont on peut arriver à prendre son destin en main et vivre sa vie. Donc voilà en gros les différentes facettes de mon travail. Alors dans tous les cas, moi j'aborde ce travail-là de la même manière, c'est-à-dire en construisant mon histoire, en plongeant dans mon histoire et en rentrant dans la peau des personnages. Hein. J'ai l'impression, moi, j'ai la sensation quand j'écris de faire le même travail qu'un acteur qui va rentrer dans l'intimité, dans les pensées et dans le corps d'un personnage. C'est ce que j'essaye de faire quand j'écris. Et donc, que ce soit jeunesse ou que ce soit adulte, je l'aborde de la même manière. Et il n'y a pas pour moi de hiérarchie entre ce qu'est la littérature jeunesse et ce qu'est la littérature adulte, hein, même si je sais que parfois certains ont un regard un peu condescendant sur la littérature jeunesse. Ce qui est passionnant avec cette littérature jeunesse, c'est qu'on peut parler de tous les sujets, que c'est un lectorat qui est extrêmement exigeant. On ne peut pas lui raconter ni n'importe quoi, ni aller à la facilité. Voilà, donc c'est loin d'être une sous-littérature. Et j'ai envie de dire, voilà, moi je suis auteur, ça prend plein de formes. J'ai pas envie de dire, voilà, je suis auteur jeunesse ou auteur adulte. J'écris des histoires, certaines sont destinées à un public plus jeune, d'autres à un public plus âgé ou plus adulte, compte tenu de la dureté que peuvent avoir certains de mes récits. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Maintenant, j'ai fait à peu près un tour d'horizon de ce que je fais, de ce que j'aime faire. J'espère qu'on sent que l'écriture est une vraie passion. Et après, voilà, j'ai l'occasion d'aller pas mal à la rencontre des jeunes. Je crois qu'il me reste un peu de ce qui m'a guidé et mené en tant qu'enseignant, hein, c'est cette passion et cette richesse d'accompagner des jeunes qui sont en pleine construction. Avec le gros avantage, c'est qu'on n'a plus le côté pénible des copies et des réunions à non plus finir, rencontrer quand on est enseignant. Et donc voilà, donc j'essaye d'aller rencontrer, d'aller débattre aussi, parce que voilà, tous ces sujets de société sont des sujets qui peuvent prêter à débat, à discussion, à confrontation de points de vue. Et cette dimension-là est pour moi aussi une dimension importante. Voilà pour un petit tour d'horizon de ce que je fais. Et donc, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions maintenant. En espérant ne pas avoir été trop long. Alors, j'attends que les personnes de la médiathèque du réseau reprennent la main pour pouvoir me transmettre vos questions. Alors, dans les romans, j'ai pas, et voilà. Il me restait, oui, j'ai pas parlé d'un des derniers aussi qui est paru, qui est un roman à destination dans une collection de chez Rajo qui s'appelle Flash Fiction, qui est une collection qui est destinée aux... Ah ben voilà, le voilà. Bravo, il y en a qui sont mieux équipés que moi parce que moi je ne l'ai pas. Voilà, qui est destiné à un public qui a des difficultés en lecture, hein, les dyslexiques, dyspraxiques, etc. Et je trouvais les challenges intéressants de dire, ben voilà, on va écrire une histoire qui soit une vraie histoire, qui puisse aussi nourrir tout en remplissant et en cochant les cases d'une lecture qui puisse être accessible à tous. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, dynamique et très bien. Justement, à propos de la Nuit des requins et cette collection
Flash Fiction, on se demande un peu comment ça fonctionne, ce genre de projet. Est-ce qu'il y a un cahier des charges très précis pour que ce soit adapté au 10? Comment ça fonctionne avec l'éditeur? Puisque c'est quand même un champ de la littérature qu'on voit professionnellement émerger. Hein. Il y a plein de choses maintenant adaptées au 10, mais comment ça fonctionne en tant qu'écrivain pour pouvoir correspondre à ce public-là? Alors, c'était un petit peu, moi, la réticence que j'avais quand on m'a fait cette proposition de dire, bon voilà, c'est une histoire pour les ados, une histoire qui va être assez courte. Et donc, l'idée, c'était, ma difficulté, c'est de dire, voilà, je veux vraiment écrire une histoire et pas une sous-histoire, voilà, quelque chose qui puisse vraiment emmener le lecteur et traiter aussi sérieusement et avec autant de respect le lecteur qui a des difficultés de lecture que n'importe quel autre lecteur. Donc ça, c'était le gros challenge de ce projet-là, parce qu'il est beaucoup plus facile d'écrire un long roman qu'un court roman, que là, on n'était pas dans un format de nouvelle, mais dans un vrai roman aussi. Donc, c'était toute cette difficulté-là. Alors, il y a un cahier des charges, bien sûr, puisque des lecteurs qui rencontrent quelques difficultés, par exemple, vont avoir du mal à gérer tout ce qui est retour en arrière. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. On est dans une histoire qui est très linéaire à ce niveau-là. Il n'y a pas, on essaye d'éviter parfois tout ce qui est très second degré, ou tout ce qui est trop forte intériorité, ou tout ce qui est souvenir ou autre qui va, même si on peut les intégrer, hein, mais il va falloir les intégrer de manière efficace et très liée à l'histoire pour éviter de perdre le lecteur. Il n'y avait pas non plus comment pourrais-je dire, il n'y avait pas non plus de consignes outre mesure sur le type d'histoire, sur le type de vocabulaire. Ça a été vraiment de dire, voilà, lâche-toi sur une histoire, fais cette histoire-là. Voilà, les contraintes, c'était une histoire qui soit linéaire, une histoire qui soit une vraie histoire, une histoire qui tienne dans une dimension. Voilà, je ne sais plus si c'est 50 000 ou 60 000 caractères, parce qu'il y a quelque chose de très très court pour une histoire, pour cette tranche d'âge-là. Je vérifie le volume, mais donc voilà, le gros challenge était là, mes réticences étaient là. Après, il y a un gros travail qui est fait derrière avec les éditeurs orthophonistes sur le texte, hein. Donc effectivement, moi j'ai eu des retours en me disant, ben voilà, tel élément de vocabulaire ou telle chose, voilà, peut-être qu'on peut essayer ou clarifier un petit peu l'image. Et après, il y a un gros travail qui est fait sur le choix du papier de police de caractère, les espacements, tout ça est fait pour faciliter la lecture pour tous ceux qui ont des difficultés. Donc, il y a aussi tout cet accompagnement par les professionnels derrière, en plus de la partie éditoriale de l'éditeur qui est là pour l'histoire. Et ça permet donc voilà, de partir aussi rassuré en se disant qu'il y aura toute une série de garde-fous derrière pour faire en sorte que cette histoire atteigne. Donc, l'auteur reste avant tout un auteur, et l'auteur reste avant tout avec ces quelques contraintes-là, hein, mais dans une recherche d'une vraie histoire. Donc, ça ne change pas le boulot de l'auteur, en fait. Oui, alors, ça nous rassure un peu sur la façon dont ça peut se passer, qui est quand même une liberté d'écriture importante. Et moi, sinon ouais. Je ne serais pas parti dans le projet, quoi. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'était une des conditions pour moi. Quand on a vu arriver ces premières collections, quand on a commencé à lire des choses, alors souvent c'était pour les plus petits au départ, ouais. On n'avait pas vraiment l'impression que c'était forcément le cas. À chaque fois, c'était un peu trop téléphoné. Voilà. Et, bon. Et du coup, j'imagine que, comme vous rencontrez aussi beaucoup les classes, etc.,
il peut y avoir aussi des rencontres de classe qui soient plus axées pour les enfants qui ont ces difficultés de lecture, qui sont peut-être pas le public auquel on pense pour les rencontres d'écrivains, les rencontres d'auteurs au départ. J'imagine que vous allez être contacté par des enseignants peut-être sur cette veine-là, peut-être. Si c'est peut-être pas encore le cas, mais... Alors, c'est pas encore le cas dans le sens où le roman est paru à la mi-avril. Hein, donc le temps que, voilà, il est tout neuf. Le temps que les professionnels, les enseignants, les libraires, tout le monde s'en empare, il va y avoir un décalage. Alors, moi, je me suis demandé si effectivement, c'était pas à un moment donné, quand ce roman est sorti, en me disant, bah voilà, il va être sur une étagère de CDI avec un rayon plus pour les dyslexiques et plus, voilà, avec un petit panneau, voilà, lecture accessible à tous. Je me suis demandé s'il n'allait pas vivre de cette manière-là. Puis en fait, on me rend compte que non, puisqu'en fait, j'ai reçu hier ou avant-hier voilà, il est sélectionné dans un prix de lecteur à Laval, qui est un gros prix de lecteur, qui est mené par la super librairie c'est le prix Thème Lire, hein, qui est avec la librairie M Lire avec Simon Roguet, qui est un super libraire. Voilà, donc en fait, il trouve sa place aussi en tant que livre auprès d'autres romans. Donc c'est vraiment un roman à part entière, et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup satisfait. Parce que, voilà, il y a un moment donné, j'ai effectivement eu cette petite inquiétude en me disant, ben voilà, il va être cantonné à cela. Donc, en fait, non, c'est un roman qui est destiné à être lu par tous, et je l'ai conçu comme ça. Donc, pour les invitations, ben, j'imagine qu'il y aura des invitations avec ce roman-là quand il sera dans des sélections de prix, parce qu'il sera le cas à Laval ou ailleurs, dès que les enseignants s'en seront emparés. Voilà, moi, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. J'espère que ce sera ça aussi, hein, que ce soit qui vivra comme un roman à part entière. Alors, pour l'avoir lu, on est vite pris, on pense pas, c'est de la littérature adaptée aux gens qui ont des difficultés de lecture, pas du tout. Hein, alors, il y a quelque chose qui m'a un peu marqué, peut-être que c'est aussi dans l'exigence, du coup, il n'y a que 2 personnages qui ont un nom, si j'ai bien noté ça. En fait, moi, ça m'a un peu déstabilisée. Je me suis dit, oh, voilà, il y a vraiment que le jeune adolescent et la petite demi-sœur qui sont. Le reste est un peu décor. Alors, j'imagine que c'est aussi une contrainte par rapport à ces difficultés de lecture de concentrer le récit sur 2 personnages phares. Alors, oui, de toute façon, on peut guère aller multiplier les personnages dans un roman de cette taille-là. Ou alors, ça veut dire qu'on survole beaucoup et ça devient très, très compliqué d'arriver à les saisir. Donc, déjà, par rapport au public qui a quelques difficultés de lecture, on ne peut pas multiplier les personnages à l'infini. Deuxième chose, sur un roman de cette taille-là, on ne peut pas les multiplier non plus à l'infini. Et troisième chose, c'est aussi ma façon de travailler, hein, c'est que dans l'ensemble de mes romans, il n'y a jamais des tonnes et des tonnes de personnages. Déjà parce qu'en tant que lecteur, moi j'ai beaucoup de mal dès qu'il y a beaucoup de personnages à m'y retrouver. Voilà, je suis un peu un boulet à ce niveau-là. J'ai des difficultés, mais c'est surtout que moi, ce que j'aime, c'est m'attacher beaucoup à l'intériorité des personnages. Et on ne peut jamais rentrer dans l'intériorité de dizaines de personnages. Et donc, je pars toujours, quels que soient mes romans, mais même les romans adultes. Hein, voilà, là, je viens d'avoir une grande discussion avec mon éditrice chez Albin Michel par rapport au 3e projet que je suis en train de démarrer, dans lequel il y a pas mal de personnages, mais je vais en avoir 4 qui vont porter le récit et 4 qui vont être les narrateurs de tout cela. Donc c'est aussi, voilà, ça coche les autres cases, hein, la taille du roman, le fait que ce soit ce public-là, mais c'est aussi ma façon de travailler, moi, de me focaliser sur quelques personnages, et j'aime bien avoir ce regard de quelques-uns, que quelques personnages portent sur une situation, et d'être beaucoup dans leur intériorité.
Mais justement, alors vous avez parlé de vos projets chez Albin Michel, c'était une question pour la fin de notre visio. Est-ce que vous avez des projets, hormis celui dont vous nous parlez, et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, des projets, je croule sous les projets parce que pour moi, c'est vraiment une fête. Hein, la partie écriture, c'est vraiment une deuxième moitié de vie. Je suis d'une grande gourmandise à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai toujours une douzaine de projets en chantier. Il y en a toujours 7 ou 8 que je suis en train d'explorer. Donc, il y a. Voilà, là, je suis parti sur cette. Je parlais de cette série Guilty où il y en aura au moins 3, voire plus en fonction de est-ce qu'elle va rencontrer son public ou pas. Donc il y a ça. Je continue à écrire sur cette série 10 minutes qui est chez Syros avec ce projet encore un peu différent qui était ce projet dans la collection Tipton qui démarrait en français et qui terminait en anglais. Donc là, je suis dans les dernières corrections. Il y a ce projet avec Manon Fargeton d'en écrire un troisième. Il y a ce projet chez Albin où là, je vais être sur quelque chose de plus contemporain. Voilà, j'ai démarré au début du 20e, j'étais dans les années 60 pour le deuxième, et là, ça va être plus contemporain. Voilà, je travaille avec un super illustrateur qui s'appelle Fred L, qui a fait, entre autres, une série qui s'appelle Les Pas Pareils, mais pas mal de choses, qui est un type extraordinaire, que je l'ai rencontré sur un salon aussi, et voilà, on a des projets ensemble de romans illustrés ou peut-être de BD, voilà, donc on explore là aussi pas mal de choses, on commence à avoir des thématiques. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Moi, ce qui me manque, c'est le temps. Et je milite pour la journée à 36 heures. Voilà. Et j'en rêve, j'en rêve. En fait, on ne va pas vous laisser complètement tranquille. On va terminer cette visio. Et merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps, puisque apparemment c'est précieux. Vous n'êtes pas en train de mais c'est précieux, mais c'est toujours un vrai bonheur de parler de ce qu'on fait, quoi. Et on va se retrouver en 2022. J'espère dans les meilleures conditions possibles à Sainte-Fère et avec les classes et tout ça, entre donc le 21 juin et le 27 juin 2022. Les dates sont fixées, ça y est. Voilà, les dates sont fixées. Donc 21 au 27, je vais aller attraper mon agenda tout de suite. Voilà, et on espère pouvoir faire tout ce qu'on veut faire avec la présence des enfants, avec des expositions, des signatures, enfin tout ce qui nous plaît le plus. Hein. C'est pas que cette matinée nous plaît pas, mais c'est un peu frustrant quand même. Hein. Voilà. C'est pas un peu, c'est très frustrant. C'est très frustrant, oui. Et je voulais signaler aussi que chaque mois, on aura un petit rendez-vous entre le 21 septembre et le 21 juin. Donc le 21 septembre 2021 et le 21 juin 2022. On a une petite émission, une petite séquence vidéo chaque mois où on va présenter des auteurs, faire des petites lectures, des activités, voilà. Donc voilà, on vous enverra le lien aussi et voilà. On espère aussi passer du temps avec nos lecteurs, nous aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Plein de bonnes choses pour les projets d'écriture qu'on va avoir. J'espère, on va peut-être avoir des petites nouveautés en 2022 à découvrir aussi. Il y aura quelque chose. En vrai. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.